Bien, bonjour à tous. Merci infiniment d'être présents au cours de cette session. Session intitulée « Structuration financière et juridique, nouveaux modèles de financement ». Comme chaque année, nous nous interrogeons et nous sommes, en tant qu'acteurs du monde des infrastructures, nous nous interrogeons sur à la fois les besoins nouveaux en infrastructure et surtout les nouveaux modèles de financement qui accompagnent ce développement et ce besoin croissant en infrastructure. Et dans le cadre de cette table ronde, nous allons nous interroger sur ces nouveaux modèles de financement et sur l'évolution du financement des infrastructures. Alors, à titre de rappel, on peut constater qu'en effet, l'accélération à la fois de différentes transitions, on en a parlé et on en a entendu parler d'ailleurs ce matin, du point de vue de la transition écologique, du point de vue de la transition climatologique, industrielle, digitale. Toutes ces transitions et toutes ces évolutions mettent en lumière la montée en puissance de nouveaux actifs considérés comme des infrastructures, alors qu'auparavant la définition d'infrastructure, et on aura l'occasion d'en parler bien évidemment, était un peu plus limitée qu'aujourd'hui. Et donc nous sommes face, aussi bien en France que dans les juridictions européennes qu'au niveau international. Je vois dans la salle beaucoup de représentants également d'autres juridictions, dans la nécessité de mobiliser le financement privé et de plus en plus pour accompagner ces transitions. Le seul financement public n'étant plus en mesure aujourd'hui de répondre à ces besoins. Et donc dans ce contexte, les modes de financement ont beaucoup évolué et ces nouveaux besoins de financement et la montée en puissance de nouveaux risques, de risques financiers, mais également de risques extra-financiers, est de plus en plus présente. Alors cette session, je ne vais pas être trop longue au cours de cette introduction, puisque l'idée est d'avoir une session aussi bien interactive et surtout avec d'éminents spécialistes qui sont autour de moi. L'idée va être de comprendre ces nouveaux risques, d'analyser les solutions à mettre en place et de voir quelles solutions nous pouvons apporter aujourd'hui à ces différentes problématiques. Et donc pour discuter de ces sujets d'actualité, je suis très honorée d'accueillir à cette tribune différents intervenants qui vont venir vous livrer leurs expériences et également leur vision sur ces sujets. Donc Madame Marisa Fontenit, directeur au sein de l'agence de notation Scope Group. Marisa est spécialiste de Project Finance. Vous avez exercé à l'international dans de nombreuses institutions et notamment au sein de la banque Barclays. Également ma consoeur Christelle Salmon-Lataste, avocate associée, spécialiste également de Project Finance, associée chez Simon Associés. Vous avez exercé dans de grands cabinets internationaux et vous continuez d'ailleurs dans le cadre de votre pratique en Project Finance. Monsieur Olivier Aubert, associé chez Swen Capital Partners, directeur de gestion en charge du fonds direct Swen Impact Fund for Transition chez Swen Capital Partners. Monsieur Jean-Christophe Cavana, directeur chez Diot Sassi Crédit, société d'assurance crédit. Et enfin, monsieur Balthazar Schlumberger, CEO chez Simple, plateforme dédiée à l'évaluation des projets d'infrastructure. Vous allez tous nous dire un peu plus précisément quelles sont vos visions sur ces sujets. L'idée, dans le cadre de cette table ronde, encore une fois, est d'aller un peu en profondeur sur ces sujets. Peut-être dans le cadre d'une discussion qui se voudra nécessairement interactive, de voir en ce qui concerne le financement des infrastructures, d'abord ce qui n'a pas changé. Ce qui a changé, vous allez dire c'est pas très bon comme plan, j'en suis pas très fière, et ce qui pourrait changer, mais c'est peut-être comme ça qu'on peut le plus facilement aborder les choses. Alors peut-être en ce qui concerne peut-être une brève évolution du financement des infrastructures dans la tendance actuelle, je vais d'abord me tourner peut-être vers monsieur Olivier Aubert pour que vous puissiez nous indiquer, selon vous, comment a évolué le financement des infrastructures au cours de ces dernières années et quels sont, selon vous, les moteurs de cette évolution. Merci beaucoup pour l'introduction. Ravi de vous retrouver ici. Donc, Olivier Aubert, moi je suis le fondateur d'une gamme de fonds d'infrastructures à impact,
une activité que j'ai lancée il y a 5 ans maintenant, après une carrière dans l'industrie du gaz naturel. Donc vous allez voir que je suis un repenti, puisque aujourd'hui je ne fais plus que des énergies renouvelables. En 2 mots, notre activité, ce sont des fonds d'infrastructure, on finance des assets qui produisent ou qui distribuent des énergies renouvelables. Et pour se distinguer un peu de nos confrères qui investissent massivement aujourd'hui dans le solaire et dans l'éolien, avec des taux de retour qui ont beaucoup baissé dans des métiers à faible risque, nous on a choisi de se spécialiser dans un secteur qui est le gaz renouvelable. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce gaz renouvelable? En fait, il y a deux molécules qu'on est capable aujourd'hui de produire et de distribuer, qui sont consommées aujourd'hui en France, en Europe. La première, c'est le biométhane, molécule qui est exactement la même que celle du gaz naturel, mais qui est produit à partir de déchets, de manière renouvelable. On a aujourd'hui en France 600 usines raccordées au réseau de gaz, il y en a 25 000 en Europe, donc c'est une activité qui a commencé à se développer de manière assez significative. On produit en France, bon an, mal an, l'équivalent de la production d'un réacteur nucléaire avec du biométhane, donc ça commence à devenir une industrie qui compte. Et la deuxième molécule différente, c'est l'hydrogène, qui n'existe pas, en tout cas en quantité importante, de manière naturelle sur Terre, qui est un vecteur d'énergie, qui n'est pas une énergie en tant que telle, qu'on produit à partir d'électricité renouvelable, le but étant de pouvoir stocker et de distribuer. Et ces 2 molécules, le grand avantage, pourquoi on cherche à les produire, simplement, c'est que ça nous permet de décarboner des secteurs pour lesquels l'électricité n'est pas une solution pertinente. Les fameux hard to abate sectors, en particulier le secteur des transports lourds, les bateaux, les avions, une partie de l'industrie qui a besoin de molécules et pas simplement d'énergie sous forme d'électrons. Donc voilà un petit peu notre contexte. On a levé sur une série de fonds 800 millions d'euros de capital à l'heure actuelle, qui ont été déployés dans une douzaine de pays. Alors pour revenir à la question que vous posiez, nous ce qu'on a vu, évidemment aujourd'hui financer, je dirais, des ports, des autoroutes, des aéroports, je dirais, ça ne change peut-être pas de manière radicale. Dans le secteur qu'on a choisi, la principale différence, c'est la taille unitaire des investissements. Dans mon activité précédente, on finançait des réseaux de gaz qui coûtent des milliards d'euros. On pouvait avoir les plus grands avocats de la planète pour structurer ça en project financing. Là, ici, on va s'attaquer à des investissements qui peuvent être de 5 millions d'euros pour les petites unités, 50 pour vraiment les plus grosses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement différent parce que la manière d'investir ne pourra pas être la même. Dans un fonds comme celui qu'on gère aujourd'hui, il y a 200 assets par transparence. Donc évidemment, on ne les fait pas tous un par un. Et là, je dirais que ce qui a distingué notre façon de faire de peut-être d'autres choses dans le marché, c'est qu'on a eu la capacité à monter des portefeuilles de projets. Alors soit parce qu'il y a des développeurs de projets professionnels, comme il en existe dans le solaire ou l'éolien, qu'on peut venir accompagner, soit parce qu'on les a créés à partir de rien, en travaillant avec des acteurs de cette industrie-là. Des gens qui sont spécialisés dans la construction de ces assets, des gens qui sont spécialisés dans la maintenance. Eux, ils ont des équipes commerciales, ils sont au contact de tous les projets, et donc ils ont la capacité à, je dirais, nous aider à massifier ces investissements. Néanmoins, quand on regarde, et ça, de ce point de vue-là, il y a assez peu d'évolution, quand on regarde les investissements individuels dans chacun de ces assets, on utilise les mêmes outils que ceux à quoi on a été habitué depuis des années. On met du capital de l'ordre de 30%, on y met de la dette avec un financement sans recours qui est possible parce qu'on vend notre produit par des contrats à long terme, on transfère notre risque de marché sur des acteurs bancables, soit par des tarifs garantis par les États, soit, et c'est de loin ce qu'on préfère, par des contrats de type privé, donc un peu l'équivalent des corporate PPA en électricité, on le fait aussi maintenant dans le biométhane, ce qui nous éloigne des risques régulatoires qui font toujours un petit peu peur aux investisseurs qui ont un petit peu d'histoire et se rappellent de choses qui ont pu se passer, notamment dans différents pays européens, sur les changements de faire de certains États. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui ne change pas énormément. L'autre point qui est peut-être qui peut faire l'objet peut-être d'un débat autour de la table ronde, c'est qu'il y a différentes manières d'investir effectivement dans ces infrastructures. Nous, on est un fonds d'impact, donc notre but, c'est typiquement de maximiser la quantité de gaz à effet de serre qu'on va économiser avec nos investissements. Si on se contentait d'acheter des actifs existants, c'est assez difficile quand même de s'approprier le succès. C'est quelqu'un d'autre qui a pris le risque. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de rentrer sur des projets qui sont à construire. On va prendre le risque de construction et on va même remonter la chaîne en amont parce que ce qu'on constate, c'est que si vous n'avez pas bâti une expertise sur plusieurs années, c'est assez difficile de développer ces infrastructures parce que c'est le moment où le risque est le plus fort. Vous pouvez faire face à de l'opposition locale, vous pouvez ne pas trouver les déchets dont vous avez besoin. Et donc ce risque de développement, on souhaite et on le prend au quotidien.
On pense que c'est toujours de l'infrastructure, à condition, bien entendu, que ce risque de développement ne se matérialise pas trop souvent, parce que sinon, vous avez investi que dans des équipes et des gens, et pas encore dans de l'acier et du béton. Mais si vous faites bien votre travail, vous aurez un taux de succès important, ce qui fait que vos investissements, in fine, seront concentrés à 90% sur des murs, de l'acier, du béton, des contrats long terme, enfin ce qu'on appelle généralement de l'infrastructure. Voilà, donc ça, c'est aussi, je pense, un deuxième aspect. C'est à partir de quel moment dans le process on considère qu'on fait de l'infrastructure. Historiquement, ça pouvait être baptisé private equity. C'est une façon de voir et d'appréhender les choses et de prise de risque qui me paraît intéressant de débattre. Peut-être dernier point, après je repasse la parole à mes collègues, c'est une des manières aussi je dirais, de déployer du capital comme ça à petites gouttes dans plein de projets, c'est de le faire à une échelle internationale. Les enjeux climatiques ne sont pas des enjeux franco-français, ne sont pas des enjeux européens, ce sont des sujets mondiaux. Donc si vous avez bâti, je dirais, une compétence, je vais prendre un exemple, je ne sais pas moi, pour bâtir des usines de yaourt, probablement que vous serez très compétent pour faire des usines de yaourt dans différents pays du monde. Donc voilà, c'est ce que l'on fait nous, en essayant de s'appuyer sur une compétence créée le plus en profondeur possible. Quelque part, on s'éloigne un petit peu du modèle simplement financier, où quelqu'un qui connaît la finance investit dans plein de secteurs. Nous, on se spécialise. Mais du coup, on a un maillage géographique plus large. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Olivier. C'est d'abord extrêmement intéressant et je pense que ça va lancer de façon extrêmement intéressante le débat, aussi bien en ce qui concerne la taille des projets, les risques, les portefeuilles de projets versus un projet unique. On aura l'occasion d'en parler à financer, la question des tarifs et des process. On a déjà plein de sujets et d'envie de rebondir en tête, mais je laisse la parole à Christelle Salmon-Lataste pour vous poser la question suivante. Vous, de votre point de vue, comment ont évolué les montages financiers au cours de ces dernières années sur le financement des infrastructures? Quels outils, quels instruments, et notamment en ce qui concerne les fonds de dette? Très bien, alors merci pour la question. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Olivier, je vais commencer par un des 3 aspects que je vais développer. Le premier aspect, ça sera la taille des investissements, la taille des financements. Le deuxième, ça sera la différenciation des dettes. Et le troisième, la multiplication des acteurs, qui est assez lié au deuxième critère. Donc sur la taille des investissements, il est vrai que quand on parlait pendant longtemps, et notamment au début des PPP dans les années 2006, 7, 8, ce qu'on visait et ce sur quoi on travaillait à l'époque, c'était des gros projets, des grosses dettes, des gros montages de PPP, bâtimentaires ou autres, écotax, etc., qui n'ont pas tous connu le succès escompté. Et donc, on était sur des documentations assez larges qui impliquaient beaucoup de temps et de nombreuses équipes, projets, dettes, corporate, capital, etc. Aujourd'hui, comme l'a dit Olivier, on est face à des montages de financement de projets qui doivent rester en financement sans recours, donc sans recours sur l'actionnaire, avec une sécurisation du montage sur tout ce qui est cash flow, donc les revenus, et uniquement les revenus de l'actif, perçus en fait au titre de l'actif. Et donc la difficulté est là, puisqu'on doit appliquer la méthode du financement sans recours avec de gros audits, des montages un peu complexes, des personnes qui ne sont pas forcément habituées à ce type de montage, à des petits projets. Et comme le disait Olivier, ça peut aller sur des opérations à 5 millions d'euros pour un projet de méthanisation ou un projet innovant sur tel et tel secteur lié à l'éolien en mer, par exemple, ou autre. Donc on a cette grille de lecture de financement de projet qui doit être adaptée à la taille de deal. Et on a là une palette d'outils quand même, on reste dans du financement sans recours, mais parfois, pour des projets un peu plus petits ou pour des industries ou des actifs qui ne sont pas encore matures, pour lesquels il n'y a pas de prédictibilité assez importante des cash flows et des revenus, se pose la question de comment organiser ce financement dit sans recours avec un éventuel recours nécessaire à l'actionnaire pour une période transitoire liée à la construction, par exemple,
ou pour sécuriser pendant un certain laps de temps les cash flows. On pense notamment à ce qui est projets très innovants, qui au départ étaient par exemple les recharges, ce qui peut être aussi le cas des batteries aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de marché mature, ou ce qui peut être encore le cas d'autres types d'innovations et d'infrastructures. Donc pour tous ces projets, on continue à appliquer le financement sans recours avec des incursions vers des outils qu'on pourrait appeler du financement corporate et des outils de sécurisation tels que des comptes de réserve spécifiques à durée limitée, des garanties sur les actionnaires tels que des cautionnements ou des garanties à première demande, ou encore le mécanisme bancaire, le mécanisme de sécurisation qui est le cash sweep pour aller récupérer en fait tout ce qui est revenu et tout ce qui est trésorerie qui pourrait venir en remboursement dès que possible de la dette pour diminuer, alléger le coût de la dette. Donc ça, c'est le premier critère, la taille des projets. Deuxième élément de différenciation, ou d'évolution, c'est la différenciation des dettes. Et c'est lié au troisième critère qui est la multiplication des acteurs, puisqu'on a aujourd'hui en fait différentes dettes qui sont utilisées. Alors si on prend par exemple un montage qui reste sans recours au niveau des actifs portés par les sociétés de projet, on peut agréger différents types de dettes, notamment sur un montage portefeuille. Et là, c'est quelque chose qui a été extrêmement utilisé pour tous les cas de refinancement. La grande vague de refinancement qu'on a eu grâce au taux bas et au taux d'intérêt très attractif qu'on a pu connaître jusqu'en 2021. Pour ces types de montage en portefeuille, on a pu agréger jusqu'à 500, par exemple, centrales solaires ou éoliennes, ou un mix de centrales solaires et éoliennes, ou un mix de centrales solaires et de stockage en portefeuille sur les actifs tout en bas de la structure. On a pu agréger donc à ce niveau-là une dette projet. À un niveau plus intermédiaire, on a pu agréger de la dette mezzanine sur les holdings intermédiaires. Et là, on peut faire rentrer différents acteurs qui vont être non plus les banques habituelles de financement de projets, mais notamment les fonds de dette, les fonds equity mezzanine, et jusqu'en haut de la pyramide, là, en haut de la structure, où on est sur la société mère, et où là, on va pouvoir agréger de la dette corporate, et notamment des lignes RCF, c'est-à-dire des lignes de crédit renouvelable tirables à tout moment, et qui peuvent venir financer les besoins généraux du groupe, et notamment l'acquisition de centrales, l'acquisition de portefeuilles. Donc c'est là où il y a une différenciation de dette et un empilement de dettes à différents niveaux qui peut être intéressant, puisque il y a des risques différents en haut, au milieu et en bas, avec une grosse sécurisation sur les actifs uniquement au niveau du financement de projets, au niveau des sociétés de projets, avec un portefeuille d'actifs qui viennent sécuriser à 100% les cash flows. Au milieu, eh bien là, on a une structure un peu plus différenciante puisqu'on n'a pas accès aux actifs. Donc on va pouvoir au maximum sécuriser avec des nantissements sur les titres, mais on ne va pas pouvoir aller récupérer les actifs qui ont la valeur et qui portent le projet. Tandis que tout en haut, on aura au mieux des sûretés personnelles et au mieux aussi différents acteurs, investisseurs, qui vont être souvent des investisseurs equity, qui vont venir porter et sécuriser l'acquisition de projets ou financer la création, l'innovation qui est exigée par tous ces projets. Que ce soit l'immobilité, l'e-fuel, l'hydrogène, le stockage, etc., etc. Donc là aussi, sur la différenciation des acteurs et la multiplication des acteurs, ce n'est pas seulement une multiplication des acteurs dette, mais également une multiplication des acteurs equity, puisqu'on va avoir besoin d'agréger, et on l'a vu très récemment avec des grosses levées de fonds, de
plus petits sponsors. Évidemment, des gros sponsors n'ont pas besoin ont besoin de lever de fonds, mais ont déjà leur circuit d'investisseurs. Donc les levées de fonds ont pu être faites avec des nouveaux partenaires equity tels que Swen ou autres. Et donc cette multiplication d'acteurs, elle est également sur l'equity et sur la dette. Alors pour finir sur l'aspect différenciation des dettes et fonds de dette, là on a effectivement depuis l'évolution réglementaire en fait permise par la réglementation assurance, mais également la réglementation LTIF de 2015 qui est en cours de modification. On a la possibilité d'agréger les prêteurs institutionnels et des fonds de dette. Et on croise ces prêteurs institutionnels dans la plupart des plus gros financements sans recours. Et l'avantage de ces prêteurs institutionnels, c'est qu'ils viennent en fait agréger une dette in fine, ou en tout cas la plus longue possible. Ils ont cette faculté d'onboarder des gros montants, de bien sécuriser un projet, également d'aller sur le très long terme. On n'est plus seulement sur du long terme, mais ça peut être du très long terme. Et ça, c'est une chance pour des projets qui sont en phase au balbutiement même de projets tels que l'hydrogène, le nucléaire ou autres. Et on pourra compter sur eux pour, dans les prochaines années, embarquer un certain nombre de projets sur le très long terme. Voilà. Et sur les fonds de dette, aujourd'hui, les fonds sont soumis à une réglementation extrêmement stricte, SFDR, article 8, article 9, dès lors qu'ils sont sur des objectifs de durabilité. Effectivement, on a besoin d'eux et ils sont présents pour des petits projets, des moyens projets ou des gros projets, là où les prêteurs bancaires ne vont pas forcément être, et avec des conditions de financement très intéressantes. Mais je pourrais développer plus tard. Parfait, merci. C'est extrêmement intéressant et très riche comme panorama. Je pense que les débats et les questions seront certainement nourris à cet endroit. Monsieur Jean-Christophe Cavana, quelle analyse faites-vous du financement par la dette en tant qu'assureur crédit, justement ? Oui, bonjour. Merci. Alors, effectivement, l'assurance crédit, c'est un marché un peu plus discret, on va dire, que le marché bancaire, puisqu'on se situe en fait derrière les banques et on vient couvrir les financements, quels qu'ils soient. Alors, juste pour vous donner un peu une idée du marché, l'assurance crédit, c'est à peu près 1500 milliards d'expositions couvertes, un marché principalement à Londres et à Paris, notamment avec les Lloyds, et un panel de 68 assureurs qui viennent en fait couvrir deux choses principalement, soit du non-paiement au titre d'un prêt, quelle que soit la nature du prêt, soit une perte d'investissement ou d'equity pour raisons politiques lors d'un investissement à l'étranger. Ce marché de l'assurance crédit a énormément évolué. C'est un marché qui est un peu plus récent que le marché bancaire, évidemment. Il s'est développé dans la fin des années 80, début des années 90. Et on a vraiment vu monter en puissance les capacités des assureurs, notamment sur l'infrastructure. Pour vous donner une petite idée, dans les années 2010, un assureur n'était pas capable de prendre une garantie sur un emprunteur privé de plus de 5 ans et sur un emprunteur public à plus de 10 ans. Aujourd'hui, on a une dizaine d'assureurs qui arrivent à prendre des durées au-delà de 20 ans. Donc on a vraiment eu une évolution du produit. Tout cela simplement pour pouvoir suivre les clients, les banques, qui représentent aujourd'hui à peu près 2/3 de la base client des assurances. Au niveau de l'infrastructure, on a vu aussi une évolution, que ce soit au niveau de l'underlying couvert, donc du sous-jacent. On a vu, on était idéalement, premièrement sur plutôt du financement export, buyer's credit, etc., adossé à des financements ICA. Puis
petit à petit, on est venu sur des financements un peu plus compliqués ou des financements asset-back, donc sur du shipping ou sur de l'aircraft. Et depuis 5 ans, 6 ans maintenant, on voit les assureurs qui arrivent à suivre des financiers sur des financements de projets avec du vrai risque projet. Il y a 5 ans, cette capacité n'existait pas. Donc le marché est vraiment, se développe vraiment pour suivre la base de clientèle. Il faut bien comprendre aussi qu'une des raisons qui a mené les banques à se couvrir sur ce genre de risque, c'est pas que elles n'aimaient pas ce risque ou le sous-jacent. Généralement, elles l'aiment bien. Hein, c'est cette classe qui performe très bien et qu'elles maîtrisent bien. Mais on a eu un changement de régulation au niveau BAL 3, BAL 4, qui en fait force quand même énormément les établissements financiers à sortir de leur bilan des expositions, d'où l'intérêt en fait du marché de l'assurance derrière. Et plus particulièrement sur l'infra, qui est, comme je disais, une asset class qui performe très bien, avec des loss ratios très faibles historiques, où les assureurs vraiment aiment suivre les assurés. Mais encore une fois, nous sommes plutôt derrière les banques, derrière les financiers. Les assureurs underwrite les transactions, ils underwrite la banque aussi. C'est-à-dire que quand un assureur regarde un projet, il va regarder autant qui fait le projet que le projet en lui-même. C'est à peu près moitié-moitié sur l'analyse. Et donc, voilà, on a eu vraiment une montée en gamme de ce genre de produits et un marché qui a de l'appétence et qui veut suivre ses clients et les financiers pour les aider à développer les capacités futures requises. Parfait, merci beaucoup. Et en effet, l'assurance crédit est absolument clé, d'ailleurs, quelle que soit la taille du projet, mais aussi sur des grands projets, et notamment, vous l'avez mentionné, pour la couverture de certains risques, et notamment à l'international, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on a commencé à avoir une belle vision de ces différents risques, des différentes structurations, de ces différents risques financiers. On reviendra également aux risques extra-financiers, mais avant tout à l'heure, mais avant d'y venir, je me tourne vers Marisa Fontenit. Du point de vue d'une agence de notation telle que Scope, comment voyez-vous évoluer ces financements, equity versus dette, et quel est votre regard sur ces sujets? Merci. Donc, je vais juste dire que déjà, on a abordé les thèmes principaux. Donc, merci Olivier, parce que vous avez touché le fait qu'on voit des projets qui sont plus petits, ce qui donne des risques et des angles différents. Et aussi, vous, Christelle, vous avez mentionné qu'il y a beaucoup plus d'acteurs différents et des tranches différentes dans les project finance debt. Donc, pour prendre un peu de recul, avec le contexte actuel où il y a une hausse des taux d'intérêt et aussi il y a l'inflation et on voit aussi des déficits budgétaires des États qui sont de plus en plus gros. On est dans un contexte assez challenging pour financer ces projets. Cela dit, il y a évidemment une très grande volonté de financer et d'avancer parce qu'on a les objectifs de Fit for 55 pour 2030. Donc voilà. Donc comme il y a plus de marge, on peut dire du côté dette, on voit non seulement une entrée des fonds de dette qui étaient déjà évoqués parce qu'ils ont beaucoup plus de flexibilité. Ils ont moins de réglementation comme les banques. On va tout le temps, bien sûr, rester sur la dette commerciale, mais aussi, on va justement dépendre des acteurs différents. On voit aussi notamment des fonds de equity qui maintenant veulent entrer dans le côté dette, surtout mezzanine. Donc, on va voir ça. Bien sûr, on va voir une continuité de nouveaux fonds qui sont de petite taille, qui vont aussi participer dans ces transactions. Et aussi, ce que j'aimerais bien mentionner,
exactement comme on voit des nouvelles transactions qui ont des CAPEX qui sont beaucoup plus petits, entre 14 millions jusqu'à 40. Donc, ce n'est pas forcément une taille où les très grandes banques veulent participer. On voit, par exemple, en Espagne, ils ont passé une loi récemment où ils obligent les sponsors de recevoir entre 10 et 20% de participation financière de soit commerçants ou des individus locaux. Donc, on va voir de plus en plus de plateformes de crowdfunding, par exemple, qui vont financer ces projets. Donc, par exemple, on a vu récemment une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Fundin, qui est assez présent en Espagne, mais aussi ils ont déjà commencé à travailler sur d'autres transactions en Europe. Donc, je pense que... Merci beaucoup Marissa, et on aura l'occasion de toute façon de développer sur ces sujets et avec un certain nombre de questions, notamment sur ces nouveaux acteurs. Sur cette taille de projet, on y reviendra aussi parce qu'on constate, en tout cas peut-être sur des juridictions telles que la France ou l'Europe, peut-être un peu un rétrécissement de la taille des projets par rapport à ce qu'on pouvait voir dans un temps plus ancien. Et là, je parle en tant que praticienne et je sais que nous sommes plusieurs à l'avoir vu. Alors que dans d'autres juridictions, ça se passe un peu différemment. On a plus des plus gros projets, on y viendra tout à l'heure. Mais déjà, sans oublier le sujet, bien évidemment, qui est clé, avant d'aborder cette question des risques, on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de critères, de nouveaux critères qui viennent et qui sont aujourd'hui indispensables à respecter pour financer des projets, notamment les critères ESG, et pour anticiper tous ces risques extra-financiers qui deviennent extrêmement cruciaux sur aussi bien en ce qui concerne le projet en tant que tel que le financement en tant que tel, étant donné que les banques et les différents investisseurs peuvent se retrouver face à des questions auxquelles ils n'étaient jamais confrontés auparavant. Et donc, je me tourne vers Balthazar Schaumberger pour vous demander quel changement, du point de vue du plateforme comme Simple et du point de vue de ce que vous représentez dans le financement des infrastructures, qu'est-ce que vous avez pu constater au cours de ces dernières années? Bonjour, merci beaucoup. Alors Simple, peut-être juste pour présenter avant de répondre à votre question, Simple est un logiciel, une plateforme en ligne en fait qui permet de mesurer l'impact positif de projets d'infrastructure. Donc c'est basé sur une collecte en fait de données opérationnelles, prévisionnelles qui sont pertinentes et adaptées à différentes classes d'actifs. Donc vous avez en fait des questionnaires propres selon que vous soyez un gérant de projet hospitalier ou alors un opérateur de tramway. Et vous avez en fait la conversion, la transformation de ces données qui sont collectées en score de performance qui permet en fait de mesurer le niveau d'impact positif en fait et de contribution à des référentiels comme les objectifs de développement durable d'un actif infrastructure, avec, je vous laisse le deviner, la possibilité de consolider et d'agréger en fait la performance en vision de portefeuille pour avoir en fait cette information supplémentaire qui permet de tracer une courbe d'amélioration possible si jamais des mesures sont engagées d'amélioration en fait de portefeuille infra. C'est également une plateforme qui permet de se mettre en conformité avec les exigences réglementaires. On va y revenir, je pense, un peu plus tard, qui sont aujourd'hui incontournables, la SFDR, la taxonomie européenne, et qui demandent en fait à des investisseurs, à des gérants, de communiquer de façon transparente sur des données qui sont fiables, consolidées de leur portefeuille. Alors, pour répondre à votre question, la façon dont ça a affecté le financement, c'est que, en fait, il y a une course, une fuite en avant, on va dire. Il y a quelque chose qui oblige les investisseurs, ceux qui doivent placer de l'argent, à en fait garantir que la bonne prise en compte de ces enjeux de durabilité, de résilience, d'adaptation par rapport à des risques extra-financiers, que ce soit des sujets en lien avec l'environnement, la biodiversité, le changement climatique ou des risques sociaux, il faut prendre en compte ces sujets-là dans la façon dont les fonds vont être déployés, dont les projets vont être gérés. Il y a en fait un poids supplémentaire sur les attentes en tant qu'actionnaire, souvent. Donc l'engagement actionnarial est scruté aussi de ce point de vue-là. Et il faut en fait de la donnée supplémentaire, fiable,
consolidés qui permettent à un œil averti de savoir comment un portefeuille se performe par rapport à ces sujets-là. Donc, ajouter une nouvelle grille de lecture à de la simple rentabilité et mesurer effectivement si la valorisation, la valeur en fait d'un projet, d'un actif, peut être significativement plus haute une fois une période en fait de construction, de dérisqué qui a été faite. C'est aussi en fait à travers ces sujets extra-financiers que ça peut se mesurer et ça peut du coup être communiqué par la suite. Voilà. Très bien, je vous remercie. Et donc, c'est je pense, une excellente transition pour la deuxième partie de cette table ronde consacrée davantage aux risques. Parce que, bon, on a pu constater que les financements de projets évoluent, la taille des projets évolue, les portefeuilles, les nouvelles technologies et tout ce que vous nous avez très intéressamment indiqué et qui révèle des changements profonds dans la structuration de ces financements. Mais du coup, du point de vue des risques, Olivier, je ne sais pas, du point de vue d'un investisseur, selon vous, ces nouveaux risques, ou quels sont les nouveaux risques plutôt, qui vous semblent les plus sensibles aujourd'hui dans les opérations que vous traitez? Je mettrais moi au même plan les risques et les opportunités, parce que si on ne regarde que les risques, on ne fait pas d'investissement. On reste chez soi calmement et on attend que le temps passe. Je vais peut-être revenir sur cette question du risque de développement. On vit dans des pays développés, fortement habités, si je puis dire. Donc on constate que quelle que soit la nature des infrastructures qu'on veut construire, que ce soit des autoroutes, des méga-bassines, des centrales nucléaires demain ou des méthaniseurs, on a une tendance à avoir de l'opposition locale. Ça, c'est un risque qui peut faire peur à des investisseurs, parce que ça peut faire peur parce que il peut y avoir des questions de réputation, typiquement. Vous n'avez pas envie d'être mêlé à des ennuis avec des gens sur le terrain. Et ça pose des questions très complexes finalement qu'est-ce qui doit primer? Est-ce que c'est l'intérêt général? Est-ce que c'est l'intérêt particulier? Donc ça, pour moi, c'est un sujet très sensible parce que si personne ne prend ce risque de développement, par définition, il n'y a pas de développement. Et donc, ces fameuses unités de production d'énergie verte, finalement, elles ne voient pas le jour. Et quand on regarde, je suis sûr que vous êtes conscient des objectifs qu'on a dans Fit for 55, toute la partie simple, elle a déjà été faite. Ce qu'on a devant nous, c'est la partie compliquée. Et on doit le faire dans un contexte où l'acceptation locale des investissements se durcit. Donc face à ça, il y a des réponses. Le crowdfunding en est une. C'est clair que quand dans un village, vous dites aux gens, si vous avez une éolienne, vous pourrez participer à son financement et vous faire 5 à 6% de return, c'est toujours mieux que de ne pas avoir cette opportunité-là. Donc ça, c'est une réponse. Il faut aussi être capable d'aligner les intérêts entre les investisseurs, par exemple institutionnels en ce qui nous concerne, et puis nous-mêmes. Donc on le fait, et Balthazar, vous mentionniez la nécessité, je crois, d'avoir un peu un équilibre entre la performance financière et la performance extra-financière. Moi, j'y suis très sensible. C'est clair que aujourd'hui, si vous prétendez pouvoir investir des centaines de millions d'euros de capital dans un secteur sans rentabilité, vous n'allez nulle part. Personne ne va vous confier d'argent. Et si vous n'avez pas le track record qui prouve que ce que vous dites, vous allez le faire, l'aventure s'arrête vite. Néanmoins, on a aussi la capacité à avoir un équilibre entre la performance financière, qui est une nécessité pour les investisseurs, et la performance extra-financière. Ceci, il faut être capable de la mesurer scientifiquement en reportant des datas. Et vous pouvez, vous, gestionnaire, prendre un engagement vis-à-vis de vos investisseurs que oui, vous allez atteindre la performance financière souhaitée, mais vous allez également vous engager à des économies, nous, ce qu'on fait, de gaz à effet de serre, des créations d'emplois en milieu rural, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais que c'est une notion qui ont peut-être 4 ou 5 ans à peu près dans le marché, qui sont quand même relativement récentes. Nous, on les expérimente au quotidien et je trouve que c'est un outil qui est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que si vous avez un investissement qui n'est pas rentable, vous l'éliminez. Mais si vous avez 2 investissements qui sont rentables financièrement, lequel vous allez retenir? Avec ces méthodes-là, nous, on va aller retenir celui qui a le plus d'impact environnemental ou sur les créations d'emplois, au retraitement de déchets, pour avoir une idée de ce que c'est que l'économie circulaire. Donc ça, je pense que c'est des outils qui peuvent être extrêmement utiles pour attirer le capital dans ces filières. Et au passage, nous, on pense que ça réduit les risques des investisseurs de faire ça, parce que si aujourd'hui vous investissez dans des autoroutes ou des aéroports, vous pouvez vous poser la question si demain le kérosène est taxé, si vos investissements seront toujours aussi rentables. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai des questions, mais je sens, Marissa, vous voulez réagir. Donc je vous laisse la parole, bien évidemment. Allez-y. Oui, non, c'était juste comme
ça fait un moment que je réfléchis à ça, c'est-à-dire, vous avez évoqué qu'en fait, on a déjà fait la partie simple, ce qui est vrai, parce que j'avais vu récemment que c'est à peu près, je pense, 50 ou 53% des émissions de CO2, en fait, sont à cause des secteurs industriels, agricoles, qui nécessitent des procès qui sont d'habitude plus complexes ou aussi qui nécessitent des technologies nouvelles de petite taille. Donc, c'est exactement pour cela que je vois dans l'avenir, peut-être on va utiliser les systèmes de financement qu'on voit dans les pays émergents comme blended finance, c'est-à-dire il faut réunir les acteurs qui cherchent non seulement un rendement qui est correct, mais aussi autre chose. Donc, on peut réunir des acteurs philanthropiques, ceux de equity, les banques multilatérales, donc plusieurs acteurs qui ont des attentes de risque et aussi de rendement qui sont variables, mais ils veulent tous participer dans le même projet. Donc, je pense que c'était ça. Et donc, c'était juste un point que moi, personnellement, je pense que c'est clé. On ne peut pas avancer dans le même chemin qu'on avait commencé dans les années 2000 et quelques, quand on a commencé à financer tous les projets de PFI à Londres, où c'était très classique, c'était infrastructure sociale pour les écoles, hôpitaux, c'était assez simple. Là, on reste dans le même domaine d'infrastructure, mais c'est pas la même taille. C'est une plus petite taille, mais c'est beaucoup plus complexe. Et donc, on peut utiliser les mêmes outils, mais il faut avoir une perspective beaucoup plus large de comment on peut financer. Voilà. Et je pense que, oui, on est déjà presque à la fin de l'année 2023 et on a des très grands objectifs en même pas 7 ans. Donc, voilà, c'était juste pour finaliser votre thème. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc une modification profonde du panorama et de ce financement des infrastructures, de leur structuration, des risques. Les PFI, c'est vrai qu'on en est revenu quand même depuis tout ce temps-là, même si on a grandi avec. Ça fait mal de le dire, mais on a grandi avec. Et du coup, c'est une petite plaisanterie, pardon. Alors moi, je suis modérateur. À l'origine, je devais intervenir. Donc c'est pour ça que j'ai toujours envie d'intervenir, mais là, je suis modérateur un peu au pied levé. Donc je me tourne peut-être vers Balthazar, par rapport que vous puissiez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, puis ensuite on va revenir vers Christelle et vers Jean-Christophe. Merci. Ouais, merci. J'aimerais rebondir effectivement sur la dualité risque et opportunité que vous avez citée, Olivier. Moi, ça fait 10 ans que je travaille plus ou moins en ESG, donc j'ai vu en fait cette activité se structurer sur l'analyse du risque potentiellement négatif qui allait impacter la valeur d'un projet infra. Et ce qui émerge aujourd'hui, c'est le besoin en fait de mesurer également quelles sont les retombées positives, quelles sont les conséquences positives sur un contexte donné, sur son environnement, sur une population locale. Et on voit apparaître en fait dans les phases, par exemple, très formalisées d'appel d'offres, une exigence en fait de répondre à des critères très précis de performance extra-financière, et donc en fait que le consortium en fait précise de quelle manière, quels moyens de gestion ils vont mettre en œuvre pour assurer ces aspects-là. Donc on sent en fait à travers cette émergence en fait à la fois du risque négatif, mais également de l'opportunité positive d'un point de vue extra-financier, le besoin d'avoir une donnée qui est collectée, qui est fiable, qui puisse être traçable également. Donc, encore une fois, c'est des enjeux majeurs qu'on a vu apparaître et que Simple se propose d'aider à adresser. Donc, ce besoin d'avoir un outil qui permette de faciliter le travail de collecte d'informations, de répondre en fait aux standards de langage, de formulation d'indicateurs, de méthodologie également. Je pense que la mesure de l'empreinte carbone est un bon exemple aujourd'hui de compréhension commune
de l'importance d'un indicateur et donc de comment le mesurer, avec encore beaucoup de travail à faire pour arriver à une vraie harmonie au niveau vraiment international sur ces pratiques. Mais la collecte, elle se fait dans un premier temps avec après le besoin de la consolider et de la mesurer, cette donnée. Donc en fait de la rendre plus fiable. Je pense qu'on peut arriver pour les sujets du risque à quelque chose de similaire à ce qui s'est fait sur les données financières, c'est-à-dire un vrai regard d'un tierce partie, une vraie responsabilité d'auditeurs, des équipes externes qui puissent regarder en fait des comptes et des données extra-financières pour valider ou non l'aspect dérisqué d'un actif ou l'aspect impact positif qu'il peut générer. Avec un vrai travail aussi avec les équipes sur le terrain pour que la façon dont ces sujets-là sont présentés rende en fait justice à la spécificité de chaque projet, de par sa nature, de par sa conception, de par le service qu'il rend en fait à une géographie propre. Donc ce sont des sujets qui sont éminemment plus complexes que juste des données quantitatives. Il faut aussi garder cet aspect qualitatif, un regard humain, une compréhension des enjeux sur ces aspects-là. Et pour finir aussi sur le risque réputationnel, aujourd'hui, en fait, si vous n'êtes pas en mesure de garantir que la façon dont vous faites votre activité, que ce soit dans l'investissement ou dans la gestion de votre portefeuille d'actifs infra, si vous n'êtes pas en fait en mesure de vous mettre au niveau de votre thèse d'investissement, du message que vous avez porté sur votre sérieux de la prise en compte de ces sujets-là, eh bien en fait vous avez un risque de décrocher par rapport à d'autres acteurs qui intègrent ces sujets-là dans toutes les phases en fait de l'investissement et de la gestion d'actifs, et la conformité avec les exigences référentielles. Les référentiels aujourd'hui SFDR, taxonomie européenne, qui imposent une certaine façon de publier et de communiquer sur sa performance extra-financière, vous oblige à vous équiper de ces outils-là pour être tout simplement en conformité avec les exigences aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, en effet, il y a une véritable compétition, je pense, entre ces différents acteurs et des prises de conscience qui ne sont pas toujours les mêmes. D'ailleurs, en fonction des acteurs concernés, le risque de développement, on en reparlera aussi parce que, à mon sens, en tout cas, il est clé. Il est peut-être insuffisamment aujourd'hui perçu, en tout cas dans certaines structurations, peut-être par rapport à des habitudes un peu anciennes. Mais je me tourne vers Christelle. Vous, du point de vue de l'avocat en project finance et habitué à conseiller des fonds de dette, comment est-ce que vous analysez tout cela? Eh bien, effectivement, il y a une évolution qui est importante sur l'aspect prédictibilité des revenus, peut-être. On va déjà évoquer ce point, puisqu'il y a le risque de développement qui est pris en charge alors par des investisseurs equity qui prennent leurs risques, que ce soit des investisseurs privés ou publics. Et au-delà de cet aspect prédictibilité, donc risque de développement, on le retrouve un peu plus tard, dans quelques années ou quelques semi-années après, quand on cherche à financer en dette et qu'on a besoin donc de trouver un mode de financement adéquat. Et là, on voit une évolution puisque, comme vous le disiez, tout ce qui était facile a été fait. Et aujourd'hui, on est face à un risque qui a évolué, qui est beaucoup plus diffus et plus large, puisqu'on n'a pas forcément une contrepartie publique. On peut l'avoir, mais on n'a pas forcément une contrepartie publique. Et là, on est face un peu à l'inconnu pour des prêteurs qui ont habituellement, qui cochent un certain nombre de cases, notamment quand la contrepartie est privée, bien ratée, est conforme aux réglementations européennes, que ce soit taxonomie, ESG ou autre. Et donc c'est là où le risque marché entre en ligne de compte et il faut trouver un moyen de l'appréhender. Donc ça a été quand même plus ou moins déjà appréhendé dans certains secteurs, avec un effort qui a été fait par les prêteurs
pour autant qu'il y ait une certaine sécurisation qui soit faite. Et donc là, on revient encore aux fondamentaux du financement de projet, qui est la notion de financement sans recours sur l'actionnaire. Et quand on est face à un risque de prédictibilité des revenus ou d'inconnu sur la contrepartie, forcément, on va aller chercher une contrepartie très sérieuse, très bien ratée, qu'on connaît, qui a une très bonne réputation. Ce qui fait qu'il y a un risque également qui peut naître de ça, qui est de fermer le marché à quelques acteurs connus. Par exemple, si on parle du corporate PPA ou voilà, de recherche de revenus long terme avec des contrats long terme privés, on pourrait, côté prêteur, se dire qu'on va tabler sur un certain nombre d'acteurs identifiés, agrégateurs très connus, ce qui fait que ça aurait l'effet inverse de ce qu'on veut, qui serait de refermer le marché et de ne pas aller financer pour des plus petits projets avec des contreparties moins bien connues, voire pareilletées. Donc l'État, BPI France, vient de faire un grand pas. On peut les saluer avec le fonds de garantie qui a été mis en place pour financer des corporate PPA de plus petite taille, avec une analyse interne qui va être menée par l'équipe BPI et qui va permettre de sécuriser 80% des revenus du prix du contrat en fait, long terme qui sera passé entre entités privées. Donc on peut par exemple saluer cette initiative pour déployer au maximum les projets. Mais quand on sort du renouvelable ou quand on est au-delà du renouvelable, on peut penser aux batteries, au stockage, et c'est beaucoup plus large. Et bien là, soit là encore des fonds mezzanine, fonds de dette infra vont pouvoir pallier le manque de sécurisation en mettant en place peut-être des dettes un peu plus court terme ou en sécurisant, enfin en prenant aussi un intérêt un peu plus élevé parce qu'il y a plus de risques associés. Ou encore, on peut penser à, vous l'avez cité, le crowdfunding qui peut être sur une petite part, mais qui pourrait jouer son rôle également. Et en fait, on voit il y a un empilement de possibilités et il va falloir faire cohabiter tout cela dans l'environnement de la dette et de la sécurisation de ces revenus. Voilà, je dirais ça. Et il y a aussi le point ESG, puisque... Comme on disait, sur tout type d'infra, maintenant, il y a une grille ESG et une méthodologie qui doit être mise en place côté emprunteur ou côté consortium ou autre. Et par exemple, on peut penser à certains emprunteurs qui n'ont pas du tout, qui ne sont pas outillés ou qui travaillent sur des infrastructures assez importantes et qui n'ont pas forcément encore mis en place ces grilles de lecture, ces méthodologies, ce suivi, peut-être un peu les gaz à effet de serre, mais tout le reste qui reste à construire. Donc c'est un double enjeu. Parfait, merci beaucoup. Et en effet, c'est un double enjeu et du point de vue de la sécurisation donc financière et extra-financière. Et aujourd'hui, c'est toute la difficulté, en effet, dans cette structuration des projets d'infra. Surtout quand ces projets sont parfois plus petits et donc qu'on n'a pas forcément la batterie d'outils dont on pouvait disposer avant sur des plus gros projets et d'ailleurs aussi bien du point de vue de l'analyse des risques en amont et du point de vue de cette structuration qui rend les choses peut-être encore un peu plus complexe. Il y a la question du crowdfunding aussi, mais ça on pourra voir, ou la question de la sécurisation du crowdfunding. Moi parfois je me la pose encore, mais bon, je suis peut-être totalement naïve et inexperte sur ces sujets. Monsieur Jean-Christophe, pardon, votre regard, donc vous en tant qu'assureur crédit sur ces risques, j'imagine que vous avez un regard très éclairé sur ces questions. Oui, absolument, merci. Comme Olivier le disait, effectivement, si on regarde que les risques, les assureurs ont plutôt tendance à pas trop suivre. Et donc, du coup, c'est quand même complètement au contraire de ce qu'on voit, puisque, encore une fois, entre 2017 et maintenant, l'assurance ne pouvait quasiment pas suivre du financement de projets, infrastructures, on n'avait quasiment pas de capacité.
Aujourd'hui, sur chaque deal, si le deal était bankable, comme on dit, et que les assureurs voudraient suivre, on arrive à mettre plus d'1 milliard de capacité par deal. Donc on a vraiment eu cet appétit où les assureurs ont réussi à développer des capacités, même avec le risque tel qu'il est. Et on a même des assureurs qui aujourd'hui se focalisent sur ces risques, se focalisent sur les risques d'infrastructure, sur des risques longs. Et on a même des assureurs qui, par exemple, ne veulent faire que du risque ESG infrastructure long. Je pense notamment à tout ce qui est développement offshore, financement de projets wind offshore, onshore, etc. Donc, il y a vraiment des risques qui existent, mais qui sont considérés par les assureurs comme une bonne asset class et ils ont envie de participer dans ces projets. Puis, la partie analyse, bien sûr, les assureurs adorent, et ça fait partie de leur métier, ils underwrite. Sur le marché anglais, un assureur, on appelle ça un underwriter. Alors, chez les lenders, on appelle ça aussi des underwriters côté banque, mais le terme assurantiel d'un assureur, c'est vraiment un underwriter. Il regarde les projets un à un, mais ce qui évolue énormément aussi en ce moment, enfin, sur les dernières années, c'est que l'assureur va analyser qui est le lender, donc qui va être son assuré, qui sont les parties prenantes, alors aussi bien côté risque, borrower, sponsor, mais aussi dans la transaction, qui sont les avocats impliqués. Et on en a ici. Qui est l'agence de notation ESG? Tout ça sont des risques analysés par les assureurs qui ont quand même, il faut le dire, des petites équipes par rapport aux équipes lender, aux équipes des prêteurs, et qui donc s'en remettent un peu à l'analyse d'autres parties pour pouvoir souscrire le risque. C'est vraiment quelque chose qui, quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, n'existait quasiment pas. On se focalisait principalement sur l'analyse quasiment bilancielle pure et dure du projet. Et puis, il y a aussi l'évolution de comment est-ce qu'on fait ça en termes de structure assurantielle. Et c'est là où on voit une grosse évolution. On a évoqué avec Christelle le point déjà sur les structures de portefeuille. L'assurance, jusqu'à aujourd'hui, regarde les projets 1 à 1. On a vu une évolution avec l'apparition de petits portefeuilles en fait, qui étaient juste un agrégat de projets 1 à 1 et où les assureurs pouvaient encore underwriter chaque deal. Aujourd'hui, on est sur des portefeuilles beaucoup plus larges où les assureurs en fait, ne font plus de pick and choose et prennent vraiment une vue sur le portefeuille tel qu'il est et décident de prendre ou pas une participation dans ce portefeuille. Et on a des évolutions avec des grands mots aujourd'hui de type titrisation synthétique, SRT, etc., sur lesquels les assureurs sont en train de se former, prendre des vues, prendre des positions. Et on a déjà des exemples de transactions où, en fait, on est passé vraiment de l'analyse de risque singulier, transaction par transaction, à de l'analyse portefeuille et qui permet en fait de déployer beaucoup plus de capital, beaucoup plus de capacité, beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus efficace. Et c'est vraiment une des grandes transitions de la gestion des risques côté assureur, qui reste de toute façon la diversification, l'outil principal de la gestion du risque de l'assureur. Merci beaucoup. Alors, du fait de tous ces points de vue, et peut-être avant de laisser la parole à la salle, parce que j'imagine que les questions seront très certainement nombreuses, peut-être à chacun d'entre vous, quels sont, selon vous, au vu de tout ce qui vient d'être dit, les grands défis du financement des infrastructures pour les années à venir? J'aurais envie de dire aussi bien en France, mais aussi, d'abord peut-être en France et puis peut-être pour ceux qui travaillent à l'international, ce que vous voyez aussi à l'international pour qu'on essaye d'ouvrir un peu le débat également. Olivier, on commence par vous. Merci. Moi, je dirais l'acceptabilité. Enfin, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais si les hommes politiques n'ont pas le courage de dire aux gens qu'on va avoir besoin d'investir massivement dans des infrastructures qui vont modifier les paysages, qui vont modifier nos habitudes, et si on ne le fait pas, on a un problème climatique qui est beaucoup plus grave que de savoir si on a une éolienne à 1 kilomètre de chez soi ou des panneaux solaires sur le toit du voisin, je pense qu'on n'y arrivera pas.
Donc pour moi, ça c'est un point clé, puisque les efforts qu'on a à faire d'ici 7 ans, si on veut espérer atteindre les objectifs de Fit for 55, c'est 10 fois en intensité ce qu'on a fait dans les 20 dernières années. Donc on n'en est plus à débattre. On n'a pas de problème technologique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est déployer le capital, réaliser ces investissements, mais il faut qu'ils soient rendus acceptables ou que les citoyens s'y habituent. Ce raisonnement vaut pour les pays les plus développés, les plus denses. Si vous allez faire des panneaux solaires à coups de gigawatts en Australie pour exporter de l'hydrogène, vous n'avez pas de problème d'acceptabilité, en tout cas beaucoup moins que ce que vous avez dans les pays les plus denses en population. Pour moi, c'est un point clé très sensible. D'accord. Donc, je peux dire que ça, c'est très, très vrai parce que justement, récemment, je parlais avec quelqu'un dans le monde de financement de projets qui avait souligné le fait que l'Allemagne, qui était très, très vite à faire construire des éoliennes offshore, en fait, dans le nord, mais l'industrie se trouve dans le sud. Donc, le très grand défi, c'est de construire des substations pour transporter l'électricité qui est faite dans le nord vers le sud. Mais en fait, comme vous avez évoqué juste là maintenant, il n'y a pas une acceptabilité de faire construire des substations dans les quartiers résidentiel, comme c'est très très dense comme pays. Donc c'est exactement ça. Je pense que ça va être un très très grand défi. 1. 2 aussi, je pense qu'il faut globalement éduquer tout le monde qu'il y a plusieurs tranches d'électricité qu'il faut avoir. Donc, il y a le type d'électricité qu'on peut avoir pour le base load. Et malheureusement, l'éolien et le solaire ne peuvent pas faire le base load. Donc, il faut trouver quelque chose qui est suffisamment propre pour ça. Donc, il y a ceux qui sont pour et contre les projets nucléaires. Mais je pense qu'il faut vraiment aborder et puis finaliser à conclure sur ce thème dans l'Union européenne. Donc, il y a ça. Pour ce qui est du côté financement, je pense qu'on a déjà évoqué tous les challenges parce qu'il y aura d'autres acteurs qui sont beaucoup plus petits, qui n'ont pas les mêmes expériences que les grandes banques commerciales, mais en fait, à la fin, il faut pouvoir travailler avec tous. Donc, il y a ça. Et comme j'ai évoqué au début de cette table ronde, je pense qu'il faut se rappeler qu'on est dans un contexte très, très challenging. Financièrement, on a les États avec des très, très grands déficits et puis la hausse d'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Donc, on ne peut pas forcément dépendre sur les États de soutenir ces projets comme avant. Il faut vraiment rester sur le capital privé. Et donc, c'est exactement pour cela qu'il faut aussi avoir une agence de notation européenne qui peut donner des avis de risque de crédit, qui peut donner un avis autonome qui n'est pas forcément un avis des autres agences qui sont tous basées aux États-Unis. Voilà. Donc, voilà. Donc, juste pour résumer, je pense qu'on a plusieurs enjeux. On a des challenges financiers, sociaux, géopolitiques aussi et économiques. Parfait, merci beaucoup. Christelle? Effectivement, mobilisation, je dirais, pour aller dans acceptabilité, après avoir accepté, peut-être se mobiliser et une bonne utilisation de toutes ces ressources. On parle de milliards à chaque fois. Et donc, il va falloir que ça parte du haut et que granulairement, ça arrive jusqu'aux petits projets qu'on souhaite financer. Et pour cela, je pense que tous les acteurs sont mobilisés, hein. Que ce soit, on parlait du crowdfunding, les fonds de dette, les fonds infra au sens large et les banques multilatérales ou autres qui font un énorme travail également. Jean-Christophe? Oui, alors, acceptabilité, mobilisation aussi, je pense. Alors, c'est vrai que nous, on a un rôle un peu différent, puisque justement, on a un rôle
on essaye d'éduquer, de mobiliser les assureurs à participer à ces projets. Mais c'est vraiment le mot d'ordre, c'est faire comprendre aux assureurs le fait que les transactions sont intéressantes, elles sont bankable, qui sont peut-être un peu nouvelles, un peu différentes, mais qu'il faut venir les supporter et essayer vraiment de les éduquer à peut-être des risques légèrement différents, des risques qui évoluent, pour les rendre confortables et débloquer en fait toute la capacité derrière assurantielle qui permet de venir couvrir une partie des prêteurs et qui permet en fait de mobiliser encore plus de capital et de déployer pour financer ce projet. Donc mobilisation avant tout. Merci beaucoup. Et Balthazar, enfin. Pour répondre en un seul mot, pour essayer de rester dans la tendance de mes voisins, je dirais quelque chose autour de la confiance. En fait, augmenter, en fait, encore si c'est possible, le besoin de traçabilité, le besoin de fiabilité, savoir de quoi on parle, comment le mesurer. Les enjeux les plus importants sont les plus complexes à appréhender et du coup sont parfois les plus durs à mettre en place dans les pratiques au quotidien, de l'analyse de son activité, de quelles sont les potentielles répercussions positives que ça peut avoir. Mais il va falloir en fait augmenter la prise de considération encore de ce que ça représente, de prendre en compte les sujets ESG en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de coûts. Et ça va être compliqué en fait de rajouter la prise en compte de ces sujets-là dans des phases en fait très préliminaires de développement. On a besoin en fait d'avoir encore plus d'informations, de plus de visibilité sur quelles sont les caractéristiques d'un projet, comment est-ce qu'il peut aider à résoudre un problème dans une localité propre et se jeter à l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'avec des données prévisionnelles, y aller en se disant que ça va résoudre un sujet. Et les outils effectivement de collecte, de consolidation de données ESG peuvent permettre d'adresser en partie ce besoin de confiance qui est aujourd'hui essentiel pour justement atteindre cette acceptabilité à tous les niveaux du bien fondé, du financement d'infrastructures qu'il va falloir, comme le disait Olivier, faire de façon massive sur les années à venir, vraiment sur les sujets les plus importants. Parfait, merci beaucoup et merci à chacun d'entre vous pour vos interventions et pour la réponse à ces questions. Je pense que nous avons maintenant une quinzaine de minutes pour pouvoir échanger et si certains d'entre vous souhaitent poser des questions aux intervenants, vous êtes les bienvenus pour rendre cette session aussi interactive que possible. Et donc, je vous laisse la parole pour ceux qui souhaiteraient poser des questions, s'il y en a. Ce serait dommage qu'il n'y en ait pas. Mais je suis sûre qu'il y en a plein. Et... Je veux bien commencer. Parfait, merci beaucoup, monsieur. Vous avez parlé pas mal d'acceptabilité, de critères extra-financiers, mais on arrive toujours à la même contrainte, en tout cas vu de... Pardon, je ne me suis pas présenté, Gonzague Coiffé, Allianz Trade, donc je suis la partie assurance-crédit. Nous, l'un des sujets, je pense, de tous les acteurs, c'est la data, en fait. Vous avez parlé de la data. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une donnée on a plein de méthodologies différentes en termes d'ESG, on a plein d'acteurs différents, dont vous faites partie. Bon. À quel moment, qu'est-ce qu'on peut faire et quel est le type de données qu'on peut obtenir concrètement pour expliquer les critères extra-financiers d'un projet, qu'est-ce qu'on va réellement obtenir comme données, comment la rendre fiable, et aussi avoir une sorte de benchmark commun, en fait. Merci beaucoup. Qui veut répondre à cette question? Balthazar, je pense. Oui, je veux bien y aller. Effectivement, il y a plusieurs éléments en fait, de réponse. Il n'y a pas de réponse satisfaisante, je suis d'accord avec vous aujourd'hui. Le vrai souci, c'est que la data ESG est encore beaucoup basée sur du déclaratif. Donc en fait, vous comptez sur le sérieux et la rigueur en fait, de la personne qui va vous faire remonter la donnée. Vous pouvez la challenger, vous pouvez avoir des benchmarks qui permettent de mesurer avec des ordres de grandeur si
si la réponse est attendue et est à peu près correcte. On a en fait développé chez Simple tout un tas de benchmarks pour des classes d'actifs infra qui permettent justement de qualifier si la donnée est fiable ou pas et d'alerter à différents niveaux, que ce soit sur le responsable d'un projet ou le responsable d'un portefeuille ou un directeur ESG, si la donnée est correcte ou s'il y a besoin de peut-être faire un tour de passe supplémentaire et d'avoir ce dialogue justement avec les équipes. Mais la réalité, c'est que vous avez encore des compréhensions différentes sur des questions qui sont posées. Quel est le périmètre de la question? Quels sont les aspects les plus pertinents en fait qu'il faut mesurer? On peut faire en fait une analyse de la matérialité, mais à un moment c'est aussi un travail projet par projet, situation par situation, pour justement désigner, bon bah voilà, ça c'est les aspects les plus essentiels et sur lesquels on va essayer de se focaliser pour justement rendre cette donnée associée à ces enjeux la plus fiable possible. Mais il reste effectivement beaucoup à faire et la réglementation est une des réponses à ce besoin justement d'harmonisation, puisque de la même façon que on a maintenant les enjeux de santé-sécurité qui sont plutôt bien compris sur tout un tas de projets, on va atteindre en fait une meilleure compréhension dans les esprits de tout le monde de ces sujets-là. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Merci beaucoup. Quelqu'un veut compléter? Olivier? Oui, pour donner peut-être un exemple concret, en matière d'analyse de cycle de vie, c'est relativement facile à faire. Il y a peu d'autres domaines où c'est un peu plus subjectif. Si vous voulez mesurer, je ne sais pas, pour revenir à l'acceptabilité, le taux de bonheur des gens dans un village qui ont un panneau solaire ou une éolienne, je pense que c'est extrêmement compliqué, hasardeux. Par contre, pour l'analyse de cycle de vie, c'est tout à fait faisable. Un exemple concret, l'Europe nous dit qu'il faut décarboner le secteur du transport routier de marchandises. En France, c'est 100 TWh d'énergie. Il faut savoir que c'est 99% de gasoil. On a tout à fait des solutions pour faire ça. Ce qu'a décidé l'Europe, c'est de favoriser un système de contrats où la molécule qu'on va produire verte va être commercialisée par des contrats de long terme à des sociétés qui sont dits les obligés du système. Donc Shell, Total, etc. doivent se décarboner, bon an, mal an, d'1%, 2%, 3%, 4%. S'ils ne le font pas, ils payent des pénalités assez dissuasives. La contrepartie pour l'opérateur d'une usine, ça va être de se faire certifier. Il y a un process extrêmement clair et il y a un auditeur qui va venir tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans, vérifier ce qu'il fait dans le moindre détail. Tout ce qui rentre dans l'usine, tout son process, tout ce qui en sort. Et en France, par exemple, on a une base de données qui est la base carbone de l'ADEME. Vous avez des coefficients multiplicateurs pour chaque produit que vous utilisez. Vous avez quelqu'un qui a réfléchi à combien ça économise de gaz à effet de serre. Et vous ne pouvez pas non plus tricher si vous avez je dirais des effets pervers. Le fait, par exemple, de construire une éolienne, il y a quand même une émission de gaz à effet de serre lors de la construction. C'est très marginal par rapport à ce que vous économisez après, mais il faut quand même en tenir compte. Donc sur ces sujets-là, on sait faire aujourd'hui avec beaucoup de rigueur, mais il faut reconnaître que ça demande beaucoup de temps et d'énergie pour collecter ces données, surtout auprès de petites entreprises. On parlait tout à l'heure des projets de petite taille qui n'ont pas toujours la mentalité adéquate. Oui, tout à fait. Et pour sécuriser également, vous avez employé le terme, pour compenser par rapport à ces émissions justement de gaz à effet de serre, par exemple. Et on a des mécanismes contractuels qui, au-delà d'ailleurs de l'analyse des risques, peuvent venir aussi aider à sécuriser le projet. Je pense aux contrats de compensation volontaire ou à ce type de mécanismes qui sont également extrêmement intéressants. D'autres réactions? Peut-être d'autres questions? Oui, bonjour et merci pour vos interventions. Moi j'ai une question du côté investisseur. Comme Olivier vous le mentionniez, c'est un projet à des retours négatifs, bon, mais il est rejeté. Au départ, bon, la dimension des retours, elle est quand même importante pour les investisseurs. Après, quand il y a une autre dimension, genre la volatilité, on a développé genre des ratios genre Sharpe Ratio pour faire des arbitrages entre les projets, l'inclusion dans les portefeuilles d'actifs. Maintenant qu'on a d'autres dimensions qui sont non financières, en assumant qu'on a des données fiables, comme vous le mentionniez, quel est l'appétit des investisseurs pour faire des trade-offs? C'est-à-dire même si 2 projets sont profitables, mais qu'il y en a un qui a un meilleur score ESG, mais qui fait 400 basis points de moins en expected value, comment est-ce qu'on deal avec ça, quoi? Parce qu'il n'y a pas encore de ratio qui a été vraiment défini, et dans la mesure où il y a plus de 2 dimensions ou 3 dimensions, ça commence à devenir très compliqué, quoi.
Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à votre question. En tout cas, nous, on a levé 800 millions d'euros sur cette promesse. Et aujourd'hui, ça marche très très bien. Et je ne sais pas si d'ailleurs, il faut complètement opposer rentabilité et aspect notamment environnemental. Parce que comme je disais tout à l'heure, ceux qui misent aujourd'hui sur des projets qui en apparence sont très rentables mais nuisent à l'environnement, peut-être que dans la durée, les infrastructures, ça se rentabilise sur 10, 15, 20, 30 ans. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà aussi un mécanisme d'atténuation du risque. Maintenant, si vous voulez lever aujourd'hui, pour parler concret avec des chiffres sur de l'infrastructure, il faut promettre, allez, je sais pas, 8, 9% peut-être ou 10% net aux investisseurs. Si vous êtes capable de faire ça, ensuite vous pouvez arbitrer sur les autres questions je dirais de la performance extra-financière. Si vous promettez 3%, je pense que là, vous ne trouvez personne pour investir. Surtout avec les taux d'intérêt qui sont à 5 pour votre trésorerie. Juste un complément. En tout cas, en Europe, on en trouve. Et il y a beaucoup d'institutionnels qui souhaitent aller dans cette direction et allouer une partie de leurs investissements dans cette direction-là. Aux États-Unis, on a été confronté à des questions beaucoup plus abruptes là-dessus, en disant mais si vous mesurez la performance extra-financière et que vous en tenez compte, c'est donc que vous êtes un fonds de philanthropie. Donc, ce n'est pas notre cas et ce n'est pas facile à expliquer. Intéressant. D'autres questions ou d'autres réactions peut-être autour de la table sur ce sujet ? Oui, madame. Moi, ce n'était pas une question, c'était plutôt une remarque. Je pense qu'un des grands défis, c'est aussi de clarifier la réglementation environnementale. Je suis avocate en droit de l'environnement et on a régulièrement il y a toujours des soucis avec l'application de la réglementation dérogation espèces protégées, par exemple. Et c'est assez difficile de dire directement oui, ça va passer ou ça ne va pas passer. Donc, en plus de l'acceptabilité qui est importante, il y a aussi clarifier par le législateur, par la jurisprudence, la réglementation environnementale. Voilà. Merci beaucoup. Je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire et je pense d'ailleurs qu'il y a très en amont un véritable audit environnemental à faire sur certains projets, indépendamment des audits classiques, mais ça c'est un autre sujet et pour anticiper justement ces risques environnementaux et climatologiques aussi, très importants aujourd'hui. Puisqu'il y a des gros contentieux à l'international qui ont été développés sur ces sujets. Je vous en prie, monsieur. Pardon. En Fortune Société Kevin Speed, j'avais une question complémentaire sur la durée. Le propre des investissements d'infrastructure, vous l'avez dit, c'est au moins 15 à 20 ans de rendement. On n'est pas sur de la tech où on joue à 3 ou 4 ans. On parlait là des incertitudes pendant la phase de construction sur l'environnement, mais finalement, le propre là, des nouveaux financements et des nouveaux projets, c'est qu'ils sont aussi instables dans le temps. Là, je lisais un article de presse qui expliquait ce matin que les forêts pérennes ne récupèrent pas de CO2. Donc comment est-ce qu'on peut avoir une visibilité dans le temps? Aujourd'hui, quelle est la place des pouvoirs publics au ministère des Finances? Quelle est la place des pouvoirs publics et qu'est-ce qu'ils peuvent donner pour donner de la visibilité dans le temps pour ces nouveaux financements, parce que c'est le propre des financements d'infrastructures. Peut-être à vous, Sandrine. Je vais peut-être répondre. Oui, peut-être à vous, Sandrine. Je vais peut-être répondre, étant plus habituée à traiter de ces sujets publics et du côté des finances publiques. C'est vrai qu'on a vu une évolution en Europe jusqu'alors, et notamment dans la pratique d'avocat. On travaillait sur des projets très cadrés. Il y avait les risques, ils étaient classiques, etc. Et on avait une prévisibilité de long terme qui rassurait beaucoup, et notamment les investisseurs, notamment beaucoup les investisseurs privés. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et il est vrai qu'on constate, et il se trouve que d'un point de vue pratique, je travaille également sur d'autres juridictions dans des zones beaucoup plus risquées et dans des environnements beaucoup plus fragiles où il y a des besoins d'infrastructures extrêmement importants, où là on parle de plus gros projets d'infrastructure, donc avec des TRI un peu plus importants, mais extrêmement risqués. Et du coup, comment est-ce qu'on adresse ce point du risque? Comment est-ce qu'on fait pour investir là-dedans, et comment est-ce qu'on rassure tout le monde? Vous soulevez un point qu'on n'a pas eu le temps de traiter, mais qui est très important, c'est la place des États. Parce qu'en effet, je considère, mais là c'est à titre tout à fait personnel et d'un point de vue pratique, que la place de la personne publique, elle doit rester, nonobstant ce qui a été dit, et bien évidemment sur toute l'importance du capital privé, la place de la personne publique, elle doit rester là, du point de vue des finances publiques, en étant aidée, alors
dans les pays en développement par les institutions internationales et dans les contrées ou dans les pays plus développés, peut-être en prenant en considération cette nouvelle définition des infrastructures, puisque l'infrastructure, à la base, c'est quand même un bien public qui doit répondre à un besoin d'intérêt général, même s'il y a, et là, pardon, je suis professeur de droit public également, donc ça me fait plaisir de le redire et de rappeler ce qu'est une infrastructure, puisqu'il y a des nouvelles infrastructures dans la tech, bien évidemment, dans les télécoms, au niveau de l'Internet, etc., et on en a besoin, mais ça reste des besoins qui répondent à un besoin d'intérêt général, voire à un besoin de service public, j'oserais le mot. Donc, et pour cela, il y a des financements publics qui existent, il y a des moyens de mobiliser les fonds publics ou de mobiliser des garanties publiques également à cet effet, et je pense qu'on ne doit pas les laisser de côté dans des schémas aujourd'hui, et même parfois même sur des plus petits projets, dès lors que ce sont des objectifs environnementaux et sociaux qui restent à couvrir. Alors maintenant, comment ? Notamment dans une situation de crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des économies publiques qui sont en fragilité. Peut-être c'est une question de priorité, peut-être que c'est une question aussi de remettre la question des infrastructures au centre de la table. Et je pense que c'est dans des journées comme celle d'aujourd'hui, et notamment au sein du ministère des Finances, qu'il faut vraiment adresser ce point. Excusez-moi, juste un mot de plus. Pour dire, il y a pas que financement, il y a aussi stabilité juridique qui se pose dans ces nouvelles infrastructures. On voyait là, les changements réglementaires, la stabilité, c'est important pour investir. Je suis tout à fait d'accord avec vous, stabilité juridique, stabilité du cadre juridique et réglementaire. Donc là, au niveau du droit de l'Union européenne et au niveau pour ce qui concerne le cas de la France, je pense nous sommes dans des juridictions où ça peut s'adresser. On voit dans d'autres juridictions où l'instabilité, elle dépasse même le cadre juridique, où un cadre juridique peut être mis par terre du fait de risques politiques qui peuvent survenir du jour au lendemain. C'est également quelque chose... Alors, on a moyen dans les contrats de traiter ce point et notamment de rassurer les investisseurs par rapport à une instabilité du cadre juridique ou réglementaire. On ne va pas jusqu'à parler de clause de stabilité, mais on peut aller jusque-là dans certains contrats et dans certains projets d'infra où on fait justement du financement à 15, 20, 30 ans. Et il faut bien rassurer l'investisseur sur la pérennité du projet, la rentabilité du projet sur toutes ces années. Donc on a moyen de le régler d'un point de vue contractuel. Après, ça ne va être robuste d'un point de vue contractuel que si on a la solidité, en effet, législative et réglementaire derrière. Je pense qu'en France, on est relativement quand même bien protégé à cet égard et au sein de l'Union européenne, mais peut-être qu'il y a d'autres voies un peu plus dissidentes là-dessus, mais vous avez tout à fait raison, c'est également un des principaux points qu'il faut couvrir. Oui, juste pour... ajouter, je pense que vous avez exactement raison qu'en France, je pense qu'ils savent très très bien qu'il faut bien avoir de la stabilité parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé dans le secteur solaire où ils ont hésité, ils ont dit qu'il allait changer les prix et puis il y avait tellement une incertitude et toutes les banques étaient vraiment effrayées et puis bien sûr heureusement c'était grâce à l'Union européenne qui avait fait changer leur avis sur ça, heureusement. Donc je pense que ça c'est vrai qu'en France, je pense qu'ils savent très très bien qu'ils ne peuvent pas changer tout le temps les règles. Et puis pour revenir au thème pour les autres pays où on n'a pas forcément cette même stabilité, je me rappelle dans les transactions des années 2005, on peut dire, de UKPFI où il y avait change of law clauses. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, au moins en Europe, mais il y avait une époque où chaque projet avait un change of law clause. Et donc, bien sûr, j'imagine, et en plus, non seulement cette clause, mais aussi il y avait le compte de réserve. Donc, j'imagine que ça, c'est quelque chose qu'on peut revoir dans les transactions. Bien sûr, ça ajoute un coût au projet, mais si on ne peut pas forcément dépendre de la stabilité du gouvernement, on peut faire ça. Donc j'imagine qu'il y a d'autres façons de gérer ce risque. Il y a peut-être aussi un élément complémentaire de réponse, c'est que l'État il a plusieurs manières d'intervenir. Il peut d'une part fixer des objectifs à atteindre en disant voilà je veux réduire mes émissions de carbone de temps et laisser le secteur privé se débrouiller pour y arriver, ou alors il peut dire, et ça peut être complémentaire, je mets des subventions pour y arriver.
Le vrai risque réglementaire qu'on a quand on investit dans des infrastructures, en tout cas dans la transition énergétique, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher et ça coûtera. On ment beaucoup de gens parce qu'en fait, ça va coûter plus cher à l'avenir que ce que ça a coûté par le passé. Parce que par le passé, on avait du pétrole, ça coûte 3 fois rien à produire et c'est extrêmement dense énergétiquement. Les solutions de demain seront assez onéreuses, que ce soit en production, en matière de réseau, etc. Donc, l'État n'aura probablement pas les moyens de financer à lui tout seul cette transition. S'il se contente, si j'ose dire, d'être le stratège qui fixe l'objectif à atteindre, qui détermine les règles du jeu au cas où les gens ne respectent pas les objectifs, le secteur privé va s'organiser derrière pour à la fois financer, signer des contrats de long terme, transférer son risque, et ça marche assez bien. D'autres réactions, Christelle, peut-être? Peut-être juste un point, c'est un petit peu ce vers quoi l'État s'oriente avec le financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics, avec la loi de tiers-financement de mars 2023, puisqu'à un moment donné, les collectivités ne vont pas pouvoir financer, il va falloir qu'il y ait un tiers-financeur qui entre, et il va falloir organiser tout cela. On attend les décrets. Parfait, merci beaucoup. Je crains de devoir, je vois c'est terminé là sur l'écran, donc finish. Donc je suis désolée, j'aurais bien volontiers continué, mais je crois qu'on va devoir s'arrêter. Je vous remercie tous, mesdames et messieurs les intervenants et bien évidemment la salle. Merci beaucoup.